Monsieur Benbraha, bonjour. Bonjour, Et merci à Walid. vous d'avoir accepté notre invitation. Une première question en guise d'introduction. La création de l'Observatoire national de la société civile découle de cette volonté politique d'ailleurs de promouvoir la démocratie participative au sein de la société algérienne. C'est un cap d'ailleurs fixé par le président de la République. La création a eu lieu en 2021 ou 2022. Ça fait 3 ans maintenant. Très bien. Depuis, donc, l'objectif est d'amorcer cette mutation au sein de la société algérienne, avec une société civile qui récupère le rôle qui aurait dû être le sien depuis d'ailleurs très longtemps, donc une force de proposition, justement un acteur, un partenaire de l'administration et des pouvoirs publics. Est-ce que cette mutation, cette transformation a eu lieu? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Indicateurs. Merci encore une fois pour cette invitation. Et en fait, l'Observatoire de la société civile fait partie, je dirais, beaucoup plus d'une batterie de structures et qui ont été mises pour refléter la volonté politique du président de la République, ainsi le socle des réformes qui est la Constitution de 2020, pour justement changer le mode de gouvernance. Un mode de gouvernance qui focalise beaucoup plus sur la citoyenneté active. Donc la participation citoyenne dans la prise de décision, dans le contrôle, dans l'accompagnement, dans le plaidoyer. En fait, c'est l'Observatoire, en lien direct avec la société civile et beaucoup plus avec le mouvement associatif, est un lien qui travaille sur le mind, donc sur les concepts, et qui travaille sur l'accélération liée à la production des lois publiques et la place de la société civile. Donc la vision était beaucoup plus de répondre à un contexte d'un plaidoyer qui était lié au Hirak Moubarak, donc un plaidoyer qui reflétait le changement dans le système de gouvernance, et vous avez cité la démocratie participative, qui est un élément fondamental de changer le mode de gouvernance, et également de s'inscrire dans cette mutation régionale et internationale, où le citoyen devient le pivot de toute actes politiques, économiques, sociaux, culturels et autres. Donc l'Observatoire comme mission, c'est justement d'avoir ce lien direct avec la société civile dans une zone partagée entre les pouvoirs publics et les associations. Donc écouter, étudier, prendre en charge les doléances de la société civile, mais ne pas rester uniquement dans le constat et des besoins de la société civile, mais beaucoup plus d'œuvrer dans un dynamisme pour faire actionner ces 141 000 associations par rapport à la nature de l'activité, de l'existence de ces associations. 141 000 associations à travers le pays. Enregistrées à travers les 58 wilayas, y compris les fondations, qui sont autour de 445 fondations. Donc le travail, c'est comment que ce corps, si vous voulez, très fort, structuré, etc., puisse être efficace, puisse être un élément fondamental de cette gouvernance, et dans ce contexte actuel et dans cet écosystème que l'Algérie est en train de... Là, je réponds à votre question qu'on est en cours. Je ne peux pas dire que nous avons atteint les objectifs, parce que l'Observatoire a mis en place une stratégie qui démarre de 2024 à 2030, avec 5 axes stratégiques. Donc, le renforcement des capacités. Avant de commencer l'émission, nous avons parlé et nous avons échangé qu'on parle aujourd'hui de gouvernance locale, démocratie participative. Et quand vous allez mettre un échantillonnage sur un acteur de la société civile, l'étude que nous avons menée avec le CREAT, le Centre de recherche dans l'économie appliquée, nous a donné un indicateur que 75% des acteurs de la société civile, des associations questionnées sur les 5000 associations, nous donnent un résultat un peu, je ne dirais pas choquant, et attendu de notre part, c'est qu'ils n'ont jamais bénéficié d'une formation. Une formation dans la gestion des projets, parce qu'il n'y a pas de structure dans le pays en charge de donner cette formation, cet accompagnement d'une manière professionnelle. Donc ils ne peuvent pas établir une feuille de route pour leur propre mission, c'est ça? Je dirais beaucoup plus, on doit les aider et les outiller pour établir cette feuille de route. Le renforcement de capacité, le building capacité, c'est un module au niveau international. Et si vous voulez, c'est l'éducation de base de la société civile en matière de renforcement, d'accompagnement. Il n'y a pas une ONG à travers le monde, une association qui n'a pas bénéficié de la GCP, la gestion des projets, la gestion des finances, l'administration locale, l'utilisation aujourd'hui des TIC. Je pense que c'est les outils nécessaires pour les intégrer dans ce mode de gouvernance participative.
la commune, la wilaya, avec le code des wilayas des communes, le plaidoyer, le lien pour renforcer ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et de gérer des projets avec un impact social par rapport aux attentes de la population. Le plaidoyer. Le président de la République a dit que, dans pas mal de ses discours, que la société civile est un élément fondamental dans Sirkamet Doula. Donc, et ça reflète directement le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est des modules de formation qu'on devra intégrer dans le programme du Building Capacity, donc dans le renforcement des capacités. Alors aujourd'hui, on se retrouve on est dans l'esprit de bâtir un système complémentaire avec les pouvoirs publics, comme ça a été dit par le président de la République. C'est dans cette philosophie-là? C'est dans cette philosophie, c'est rendre la société civile un partenaire entier, c'est-à-dire formé, il y a des lois, il y a des financements, une visibilité, une transparence, un impact mesuré sur l'attente des populations et des politiques publiques. Et je pense que cette forme de participation va nous garantir un climat de paix et de non-violence, de transparence dans la gestion des affaires publiques, de lutte contre les différents fléaux qui existent dans la société, de corruption, drogue, etc. Donc c'est un engagement de la citoyenneté dans ce moteur de la démocratie dans la société. Et je pense que ça c'est un enjeu, un challenge. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de visibilité sur la volonté du président de la République avec la Constitution de 2020 de donner place à la société civile d'une manière qui n'est pas apte à être révisée. Donc c'est un acquis par rapport à la place de la société civile. Et de l'autre côté, la jahizia, donc je dirais la disponibilité de la société civile, à être ready, à être prêt pour justement accompagner cette place et cet espace qu'on lui réserve nécessite aujourd'hui une accélération de notre part en tant qu'observatoire de produire ces outils que la société civile a besoin. Aujourd'hui, la société civile a besoin de renforcement de capacité, de revoir la loi qui gère les associations. Et nous allons y revenir bien entendu un peu plus tard. Donc la loi qui gère les associations, l'Algérie a consommé jusqu'à aujourd'hui 3 projets de loi, donc 1987, la 3190 qu'on considère une loi modèle, et la 0612. Et actuellement, on a un nouveau projet de loi pour la gestion des associations en Algérie. Donc il faut que ce projet de loi s'inscrit dans cette dimension, tout d'abord de la pérennité de cette loi, qu'elle va dépasser 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ça, c'est très important. De l'équilibre de cette loi par rapport les attentes de cette pratique citoyenne qui va motiver les citoyens. Parce que la loi, ce n'est pas uniquement un ensemble d'interdictions ou d'endurcissements. Il faut qu'elle soit également un package de motivation. Parce que c'est des citoyens qui se connaissent dans le quartier ou à travers les réseaux sociaux et qui veulent se travailler ensemble pour justement... Une loi fédératrice. Voilà, fédératrice qui motive les gens et qui les encourage à être organisés dans des groupes thématiques ou groupes citoyens justement pour participer dans la vie publique. Et c'est une philosophie très profonde. Donc on doit encourager à travers cette loi cette participation, cette pratique que les citoyens et en particulier les jeunes de trouver leur place dans cet exercice de ce support démocratique. Très bien, donc une courroie de transmission des doléances et des préoccupations, mais également des aspirations des citoyens. Vous l'avez évoqué dans votre introduction en parlant de cet observatoire qui doit également mener des actions. Oui. Je voudrais revenir avec vous, M. Benmarab, sur justement la dimension régional et international. C'est un aspect qui n'est pas très médiatisé, qui n'est pas très connu quant aux missions de l'Observatoire. D'ailleurs, c'est un autre cap qui a été fixé également par le président de la République. Nous vivons dans une sphère régionale et nous interagissons positivement ou négativement. Il y a des fléaux, il y a des dangers, il y a des défis à relever. Quelle est jusqu'alors les grandes initiatives, la contribution justement de votre observatoire? Je vous remercie pour cette importante question qui, je la considère comme un chantier stratégique pour l'observatoire et pour le pays. Pour commencer, nous avons lancé et accompagné 8 réseaux. Les réseaux qui travaillent sur les questions des changements climatiques, de l'environnement. Les réseaux qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, sur la démocratie et droits de l'homme, sur la femme rurale productive. Donc, ces thématiques
doivent être bien structurés, accompagnés et mis également avec la nouvelle loi comme des structures même internationales, sous forme d'ONG internationales ou sous forme d'associations, des échanges avec d'amitié, des échanges avec les étrangers. Donc les formes peuvent trouver plusieurs formes et plusieurs canaux de liens, tels que les réseaux au niveau international, les fondations, les coalitions. Donc on peut trouver plusieurs formes. Mais pour revenir au fond de votre question, c'est stratégique aujourd'hui justement l'expérience algérienne et le potentiel algérien et le savoir algérien par rapport à nos expériences que nous avons vécues en Algérie et par rapport à notre interactivité régionale et internationale nécessite cet accès avec des projets, avec des acteurs pour justement partager dans notre continent africain, si je peux citer l'Afrique comme continent, les grands axes qui doivent renforcer la paix. La protection psychosociale des populations, donc les questions culturelles, les questions économiques, le plaidoyer international par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Donc toutes ces questions nous donnent aujourd'hui une feuille de route pour justement préparer les bons outils par rapport aux acteurs de la société civile afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Pour ne pas trop donner une forme théorique à mon intervention, une association a besoin d'un billet d'avion pour partir dans un pays, une capitale africaine. Elle a besoin d'un réseau, d'un networking pour gérer un projet. Donc, si on veut réellement avoir ce redéploiement et ce lien naturel de notre travail, de notre position géopolitique et géographique en Afrique, on doit également se préparer à travers ces outils qui peuvent être le produit d'un partenariat entre le secteur économique privé et public pour réaliser ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociales des entreprises économiques qui peuvent contribuer justement à renforcer la paix à travers les différentes coalitions et à travers la réalisation des projets concrets attendus par les populations au niveau régional. On l'évoquait, M. Benbrahim, cette dimension régionale, cette dimension même internationale, pourquoi pas, qui est conférée justement à l'observatoire que vous présidez. Je serai plus concret dans ma question. Quel est votre apport par rapport à des thématiques qui concernent de très près notre pays et notre environnement direct, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que l'Algérie a abrité dernièrement la rencontre annuelle sur le terrorisme. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. On est dans la concrétisation de ces recommandations. Il y a également le fléau de la drogue, le trafic transnational qui mine des sociétés tout entières, mais aussi des préoccupations qui concernent toute l'Afrique, moi je dirais, le développement et la paix. Encore une fois, merci pour cette très très importante question qui est liée à la sécurité de notre pays, à la paix, et liée également à la place de l'Algérie comme acteur principal dans cette région pour justement véhiculer ce que l'Algérie a dans sa politique en valeur principale de bon voisinage, de paix, de médiation, de coexistence, de réconciliation. Donc toutes ces questions réunies ont été couronnées cette année avec une rencontre avec l'Union africaine, le Centre de l'Union africaine de lutte contre le terrorisme. Et la volonté, c'est d'inscrire et d'engager la société civile comme acteur. L'Algérie a connu dans les années 90 une tragédie que nous avons vécue. Et aujourd'hui, avec la réconciliation et le retour de la paix, on se réserve beaucoup plus, on réserve notre énergie au développement, aux compétences, à la jeunesse et aux politiques de bien-être dans notre pays et bien sûr avec tous les pays du continent africain. Nous avons concrètement réalisé, bien avant le mois de Ramadan, une très grande rencontre africaine en Algérie, à la thématique liée aux patients atteints par le cancer, aux malades atteints par le cancer. En Algérie, il y avait la création si vous voulez, d'une structure, d'un réseau des ONG algériennes, des ONG africaines, des organisations africaines, qui travaillent sur un plaidoyer lié aux patients atteints par le cancer. L'objectif, c'est comment fédérer ce travail à travers
la capacité de l'Algérie à donner cet impact positif avec les réseaux africains, justement pour réaliser cette politique africaine qui démarre du citoyen africain par rapport aux grandes préoccupations liées à la santé et au bien-être. Donc les pays africains ont voté sur l'élection de Madame Hamida Ktab, qui est actuellement en charge de ce réseau africain, et il prépare une très grande rencontre pour 52 pays en Algérie d'ici la fin de l'année 2025. Et l'objectif, c'est comment rendre la société civile avec ces projets un lien et un espace de concertation, d'entraide, de politique commune, et de répondre à la population, aux citoyens africains avec les réponses nécessaires en matière de politique de médicaments ou autre chose. Par rapport, je reviens à la question liée au terrorisme, j'ai dit que nous avons aujourd'hui une très grande expérience, et je ne dirais pas l'expérience, je dirais l'expertise gouvernementale, des services de sécurité, des institutions. Et qui est reconnue internationalement. Bien sûr, internationalement, et elle devient une référence. Mais aujourd'hui, on a besoin également de cette implication citoyenne qui a accompagné, c'est le peuple qui a accompagné cette résistance, cette lutte antiterroriste, et qui a comme objectif la réalisation de la paix dans le pays. Il y a actuellement des structures qui sont en charge de ce travail, et l'Algérie soutient ces structures par rapport aux structures africaines. Nous avons un échange assez avancé avec le CAIRT actuellement, qui est le Centre africain de lutte contre le terrorisme. Eh bien, l'exclusivité a été donnée à la chaîne Ifriqiya, qui nous accompagne à un grand projet qu'on va lancer dans la semaine prochaine. L'objectif, c'est comment impliquer la société civile comme acteur par rapport tout d'abord l'intégration économique des jeunes et des citoyens dans la région, par rapport les politiques de protection psychosociale, la lutte réellement dans l'espace du net, qui est lié à la mobilisation à travers cette narrative produite dans un monde virtuel où aujourd'hui nous avons besoin de réponses, de produits de la société civile dans cet espace. Et nous avons autre élément à développer. Donc, un travail va nous réunir, Inch'Allah, au cours des jours qui vont venir. Et nous allons vous inviter à prendre part à cet événement et à assister à ce que la société civile algérienne va produire dans cet événement. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. D'accord, ok. Très bien, donc on était dans ces défis à relever. Et pardonnez-moi, et je tiens à féliciter la radio algérienne, avec toutes ses chaînes, par rapport à l'accompagnement et la tribune qu'elle offre pour la société civile, justement de promouvoir ce travail au niveau national et international. J'ai cité la chaîne Ifriqiya, je cite la chaîne 1, la chaîne 3, et toutes les chaînes de la radio algérienne que je salue avec tout le personnel, et cette politique de proximité avec la société civile algérienne. Il y a un contexte également qu'il faudra évoquer dans cette édition, c'est cette Afrique qui s'affranchit encore plus des affres du colonialisme, oui, avec tout ce qui s'est passé justement dans plusieurs pays africains, avec une armée française qui a été invitée justement à quitter les lieux. Ça démontre cette prise de conscience, cette maturation par rapport à une réalité politique avec ses conséquences néfastes sur la situation économique, sociale des peuples africains. Il y a également cette tension, cette crise entre l'Algérie et la France. Vous avez également une contribution aujourd'hui sur le plan mémorial. Tout à fait. Ça fait même pas 3 mois ou 4 mois, Maître Bambraham Fililia a été élu à la tête du réseau de la société civile de lutte contre la pensée néocoloniale. Pourquoi on parle aujourd'hui du néocolonialisme? C'est-à-dire un nouveau colonialisme qui veut s'installer en profitant des vulnérabilités à travers le monde, et en particulier dans notre continent, ces vulnérabilités liées à... Et qu'il a lui-même entretenu. Bien sûr, entretenu, réalisé, et les entretient jusqu'à aujourd'hui. Ces vulnérabilités, pour lui, ça marche en parallèle avec cette révolution numérique qui est en train de toucher le monde, et c'est une révolution en fait numérique qui est en train de s'opérer, qui donne cet espace à de jeunes générations. Et là, il y a cette tentative d'essayer de détourner
ces acquis mémoriaux d'indépendance, de sacrifice et des atrocités qui ont été pratiquées dans tout le continent, en particulier en Algérie. Donc le réseau se focalise beaucoup plus sur des questions profondes, à l'image de cette pensée qui veut s'installer en profitant de certains, entre parenthèses, acquis administratifs, à l'image d'octroi d'un visa, ou même parfois à donner un petit cadeau à l'image d'un livre malheureusement mal sain en matière de préparation et de sources et autre chose. Et on a vu un peu les condamnations sociétales et internationales par rapport à ce travail. Donc tous ces outils d'influence nous fait attacher directement aux atrocités pratiquées par le colonialisme. Donc la dominance et la continuation de cette dominance par rapport à ce qui a été exercé dans le pays. Donc aujourd'hui, l'élite algérienne, les citoyens algériens, on est tous appelés justement à préserver cet acquis mémorial, mais avec la réalité d'aujourd'hui, cette réalité qui veut s'imposer avec cette révolution numérique et veut également falsifier ces réalités. Et c'est pour cette raison que cet éveil et cette production intellectuelle par rapport aux avocats, les acteurs de la société civile, vont devenir un freinage à ce produit qu'on veut influencer directement la mentalité des jeunes ou la mentalité de cette vulnérabilité qui existe à travers le monde. C'est pour cette raison que nous avons accompagné la naissance de ce réseau qui développe un grand travail contre le néocolonialisme et qui veut également corriger certaines, je dirais beaucoup plus mauvaises intentions qui sont en train de prendre formes différentes. Parfois on parle de droite ou de gauche ou d'autres formes, mais au fait, pour nous, le plus important c'est de cerner cette pensée dans sa source et également de bien se regarder dans ce miroir de l'histoire et de la réalité pour justement avoir des relations saines entre les populations et je pense qu'aujourd'hui avec notre indépendance, alhamdoulilah, et nos martyrs, en tant qu'Algérie, on est très à l'aise justement d'en discuter sur ces questions-là par rapport à notre souveraineté de notre pays et par rapport à nos valeurs qui réunissent les Algériens. Le rôle de ce réseau, c'est justement de travailler sur des thématiques différentes et de répondre justement à cette falsification et ce produit falsifié qui prend parfois forme politique ou parfois culturelle ou autre. Et je reviens bien entendu également dans cette émission sur un sujet qu'on a effleuré lors de la première partie, à savoir le rôle des associations. Un mouvement associatif digne de ce nom contribue à la création, à la constitution, à bâtir cette société résiliente, pour reprendre oui, vos propos. Vous avez eu une initiative, une plateforme numérique. Vous avez invité justement les mouvements associatifs, les différentes composantes du mouvement associatif à contribuer en soumettant leurs propositions. Vous avez fait une synthèse de ces propositions que vous avez soumis d'ailleurs à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut connaître les grands axes, une synthèse justement de ce qui a été soumis à la présidence de la République, vos constats, vos constatations? Vous voulez avoir l'exclusivité de je crois que c'est la synthèse. Je crois que c'est le rôle des journalistes et des médias. Tout d'abord, on tient à remercier M. le Président de la République qui a voulu donner une large concertation autour de ce projet. Au fait, c'est la première fois qu'on envoie un projet de cette forme et de cette taille et envergure qui a une importance majeure dans la société, et on ouvre une consultation populaire, sociale, directe. Donc l'Observatoire en présentiel, il a fait une consultation sur les 58 wilayas avec des forums qui ont regroupé plus de 7000 acteurs associatifs et exactement 4545 associations, et toute cette dynamique a produit autour de 1500 demandes d'amendement des 104 articles de l'avant-projet. Donc sur ces 1500, on a créé une commission d'experts qui a raffiné, qui a travaillé pendant quand même une quinzaine de jours, et on est arrivé à 64 éléments à demander à être amendés dans ce projet de loi. Donc ces 64, il y a une partie liée à la création des associations. C'est-à-dire comment trouver cette équation d'équilibre entre la liberté d'organisation
et la facilité d'organiser la création des associations, et en même temps cet accompagnement administratif d'enregistrement qui est là comme garant de ne pas un peu dériver vers des anarchies ou autres. Donc c'est une forme un peu d'accompagnement administratif. Mais la création, elle se focalise sur l'article 53 de la Constitution, c'est la liberté, avec l'esprit déclaratif. Donc nous avons énormément travaillé sur cette question fondamentale. Nous avons travaillé sur les questions liées au financement des associations. Comment que les associations, à travers ce modèle on n'a pas cessé d'en discuter depuis tout à l'heure, mais avec quel financement? Donc nous avons parlé un peu sur le financement, l'autofinancement, le financement à partir de la gestion des projets, le financement à partir de l'RSE et l'ESS, donc la responsabilité sociale des entreprises économiques. On ne va pas rester uniquement avec le financement gouvernemental ou public. Donc il reste, c'est un acquis, c'est des aides qu'on donne à la société civile, mais il faudra également intégrer d'autres acteurs pour justement consolider le travail des associations. Nous avons travaillé également sur des questions importantes telles que les ONG internationales et les associations d'amitié et des échanges avec l'étranger. Donc je peux citer qu'il y a 18 articles qui sont réservés uniquement à cet axe. Donc il y a 2 chapitres, chapitre 3 et chapitre 4. Et c'est important un peu d'inscrire l'Algérie dans cette dynamique internationale. Bien, tout d'abord, la dynamique est liée, mais il faut respecter la souveraineté de l'Algérie et ses institutions par rapport à la nature des activités. Donc apporter les garde-fous qu'il faut. Certainement. Et également, l'élément nouveau, c'est comment donner des outils nouvelles qui permettent à la société civile algérienne d'être dynamique au niveau international. Donc les associations algériennes peuvent se transformer en réseau international et avoir des bureaux dans tous les pays du monde entier. Donc, si vous voulez, la loi, on la considère dans cette dimension d'équilibre et de pérennité. Je focalise beaucoup plus sur la pérennité pour qu'on en fait une loi professionnelle, une loi où on ne va pas chaque 2 ans se convoquer pour se réunir pour la changer. C'est l'essence même d'une loi organique aussi. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, c'est Walid. Je vous remercie. Donc l'Algérie a consommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 projets de loi et aujourd'hui on prépare cette loi avec cet écosystème, avec cet environnement, cette orientation politique dans ce contexte algérien. Certainement qu'on veut avoir une loi qui motive les citoyens d'être organisés sous forme d'association et de pratiquer leurs droits citoyens de participation, de plaidoyer, de contribution, de refléter les doléances des citoyens et leurs vœux et leurs attentes. Donc, je dirais beaucoup plus, la loi doit être motivée par la citoyenneté active. C'est ça l'objectif. Et tout ce qui est endurcissement, réserve, doit être pris en charge par le code pénal ou autre loi. Donc il faut que la loi actuelle doit être une loi motivante, une loi qui encourage cette citoyenneté et qui est l'objectif principal et le fond et l'esprit de la Constitution de 2020. C'est comment avoir une citoyenneté active qui va accompagner toutes ces réformes institutionnelles, démocratiques, et qui visent au bien-être du citoyen et à développer les libertés dans le pays et développer la pratique démocratique. Une citoyenneté active, justement, je reprends vos propos, vous me tendez la perche d'ailleurs, 18e jour aujourd'hui du mois sacré de Ramadan. On ne peut ne pas évoquer le rôle de la société civile pour venir en aide justement aux personnes démunies dans le besoin. Vous avez supervisé également des opérations qui sont des opérations ambitieuses, hein, et les chiffres sont là pour le prouver, les chiffres sont têtus. Tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les associations, les organisations, les volontaires de la société civile algérienne qui sont en train de se mobiliser chaque jour du mois de Ramadan, justement pour préparer ces repas, ces restos de iftar, justement pour donner cette joie à toutes les familles, ainsi que les colis alimentaires et d'autres formes de solidarité. Ça reflète tout d'abord nos valeurs, notre appartenance, notre vivre ensemble, et puis également notre nouvelle génération des jeunes qui est en train de faire cet exercice qui se transmet d'une génération à une autre. Ça, c'est très important, c'est le côté bas de la pyramide, et c'est le socle le plus important qui consolide des relations entre les Algériens. Le début du mois de Ramadan, alhamdoulilah, on était invités par des associations qui ont lancé des grands projets, et je considère que c'est un travail qui fait cette connexion entre les valeurs et qui fait cette connexion avec la modernité des outils qu'ils utilisent. 90% des gens qui étaient présents, ils étaient invités par les réseaux sociaux.
Et ils ont répondu favorablement, ils sont venus, ils ont préparé des colis alimentaires, ils ont vécu 2 heures ou 3 heures ensemble jusqu'à aujourd'hui pour couvrir le territoire national. Je salue également les grandes organisations qui sont très connues en Algérie, le Croissant Rouge, les Scouts musulmans algériens, qui sont en train de redéployer un très grand effort au niveau national, et également d'autres associations caritatives humanitaires. Donc cet élan de solidarité, le mois de Ramadan, n'est pas un nouveau élément dans notre culture. D'ailleurs, on le fait même d'un voisin à un autre, par un comportement direct, où les gens n'ont même pas l'information de ce qui se passe. Donc c'est une forme de pratiquer nos valeurs et cette consolidation du tissu social algérien. Mais la dimension de la campagne de l'opération, elle est faramineuse. 10 000, venir en aide à 10 000 familles établies dans une vingtaine de wilayas à travers le pays durant tout le mois de Ramadan, ce n'est pas rien. Effectivement. Hier, j'étais en train de suivre le discours de la présidente du Croissant Rouge qui a parlé de 350 restos de iftar. Et je salue également les associations de proximité, telles que l'association Sidra, qui a regroupé des jeunes, des quartiers populaires, des étudiants, et même des étudiants au niveau international, des étrangers qui sont en Algérie. Une participation spontanée. Spontanée. C'est des messages sur les réseaux sociaux. Ils sont regroupés pour distribuer 10 000 colliers alimentaires aux familles. Le plus important et la leçon à tirer, donc, c'est le bénévolat, le volontariat, l'engagement, civic engagement. Donc il y a toujours un engagement civil basé sur des valeurs et utiliser les outils de la modernité, tels que les TIC, au service de ces valeurs. Ça, c'est magnifique. Vous allez voir un jeune de 18 ans venir avec ses amis, partager un rôle, charger des produits alimentaires, distribuer des produits alimentaires. Et en fait, la construction de la personnalité se fait à travers cet exercice. Il y a des modules à l'université, mais il y a des modules dans la société également. Et c'est ce qui fait l'équilibre de cette personnalité de jeune. C'est pour cette raison que aujourd'hui, je me déplace, Inch'Allah, à Oran. Les associations de la Wilaya d'Oran m'ont invité pour partager, Inch'Allah, l'Yom Iftar avec plus d'une dizaine d'associations pour 1500 à 2000 repas qui vont être servis. Inch'Allah, on va être avec eux pour justement encourager, accompagner, et on est au service de la société civile algérienne et des citoyens. Ben, c'est trop tôt, mais je vous souhaite quand même Sahaf Torek. Sahar Mdal. Trop tôt, mais j'avais une soif avec vos questions très pertinentes. Mais d'ailleurs, je vous remercie pour Merci à vous. Cet entretien et cet accompagnement de l'Observatoire et de la société civile. Tout le plaisir fut pour nous. Monsieur Nourdine Ben Braham, je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire national de la société civile. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons bien entendu plein de succès et de réussite dans votre mission. Merci encore une fois. Merci Selman, merci beaucoup.